donc te laisser te présenter tout simplement. Bonjour à tous, enchantée d'être ici. Le Syndex, alors, c'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 45 ans, vous voyez, vous c'est 30 ans. Et ben, longue vie à la FNPR, on peut espérer 45 ans, voire plus. Donc c'est une association qui regroupe des entreprises sur la mobilité internationale pour partager des bonnes pratiques, échanger, constituer des groupes de travail autour de problématiques RH, mobilité internationale, politique de mobilité, fiscalité, santé avec les risques sanitaires et sûreté. Et sûreté, je dirais que ce groupe a de plus en plus d'importance parce que vu ce qui se passe dans le monde, il y a toujours un call sûreté pour dire qu'est-ce qu'on fait, on rapatrie. Et dans nos membres, on a le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est parmi nous et qui nous donne aussi beaucoup d'informations sur les stabilités mondiales. Nos entreprises, c'est 72 entreprises. Les derniers en date, le CNRS nous a rejoints en disant qu'ils avaient plein de chercheurs à l'international et qu'ils étaient intéressés par nous rejoindre et rejoindre les réflexions du Syndex. Et 70 entreprises, alors bon, bien sûr les entreprises du CAC 40, mais aussi SBF 120 et aussi des entreprises parapluies comme l'Agence française de développement par exemple, ou des entreprises de taille plus modeste aussi et qui font du bien aux grands groupes aussi. Attendez, là vous complexifiez les choses, nous on raisonne beaucoup plus simplement. Voilà, et je dirais que ce qui fait la force du Syndex aussi, c'est cette pluridisciplinarité, parce que souvent un sujet il n'est pas purement RH, mais il va être RH et fiscalité, ou RH et sûreté, ou sûreté et santé. Donc c'est cette interdisciplinarité qui fait que le Syndex trouve sa force. Je dirais ça, et aussi un des actes fondateurs du Syndex, c'était une convention qu'on appelle la convention conjoint, qui permet aux conjoints dits suiveurs, quand on part en expatriation, s'il ou elle travaille dans une entreprise signataire du Syndex, de bénéficier d'un congé sans solde pendant la durée de l'expatriation. Donc pendant 5 ans, la personne peut après revenir dans son entreprise et retrouver un travail. Parce qu'on sait que les refus d'expatriation, la principale raison c'est le travail de conjoint. La deuxième c'est la scolarité, et ça fait appel à quelqu'un dans la salle, là, avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Et puis la sûreté aussi. Voilà. Merci Delphine et merci pour cette rampe de lancement, puisque tu parles d'accompagnement du conjoint. Il est maintenant temps de présenter Tracy, qui est donc directrice des relations clients globales chez Impact Group, spécialiste de l'accompagnement du conjoint. Du conjoint. Voilà. Alors je me représente. Je travaille pour Impact Group. Et c'est vrai que on s'est connus d'ailleurs avec Delphine parce qu'elle était aussi passionnée que moi de l'aide au conjoint et du bien-être de la famille. Et c'est de plus en plus important avec cette nouvelle génération dont on va discuter pleinement. Très bien. Et on termine enfin avec Albin pour parfaire la parité de notre panel. Hein. C'est pas du tout pour mettre une pierre dans le jardin de la dernière table ronde qui était à part Sophie. Mais bon, la parité est quand même un des piliers de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, Albin, directeur général opérationnel pour Exécutive, nous a parlé un petit peu. Alors, je suis directeur général opérationnel du groupe Mobilitas, toujours PDG d'Exécutive Relocation pour l'instant, Exécutive faisant partie de Mobilitas. Moi, ça fait 28 ans que je suis dans la mobilité. J'ai commencé pendant une dizaine d'années sur la partie déménagement international, basé en Afrique, au Maroc et en Afrique du Sud en particulier. Après 17 ans, je fais Exécutive Relocation et donc depuis le 1er janvier, en charge de toute la partie mobilité pour le groupe Mobilitas, qui inclut en particulier aussi les filiales AGS, que vous connaissez sûrement, qui sont présents dans 101 pays dans le monde. Donc j'ai, pendant ces 28 années, vu les changements au niveau de la mobilité, comme vous tous et toutes ici autour de cette table, et les changements aussi de l'affectation, puisqu'il y a des pays d'Afrique qui, quand je parcourais dans les années 2000, sont des pays où je n'irai plus du tout maintenant, non seulement à cause de la sécurité, mais aussi du fait que les Français ne sont plus du tout bien accueillis dans
dans ces endroits-là. Merci Albin. Alors pour cette table ronde, on a décidé de discuter autour de 3 grands axes pour un petit peu structurer notre réflexion autour de la RSE et de son impact aujourd'hui et demain sur la mobilité internationale. Et le premier axe sur lequel on a décidé de se pencher un petit peu, il va te solliciter toi Delphine, puisque tu vas nous offrir un cadre vraiment chiffré, notamment grâce à une étude, je crois, récente que tu as menée auprès de tes adhérents au Syndex, sur les tendances actuelles de la mobilité. Et donc, je te passe la main pour nous parler de tout ça. Merci. Alors, en fait, au Syndex, on fait une enquête annuelle pour savoir combien on a d'expats, quel âge ils ont, est-ce qu'il y a de la féminisation, est-ce qu'ils partent en famille. Voilà, alors le résultat, c'était une photo au 31/12/2024, celle de 2025 n'est pas encore sortie. Donc, en fait, on suit ça depuis des années. Moi, je suis au Syndex depuis 2 ans, mais voilà, l'évolution générale des expatriés depuis 1998. On a vu qu'il y avait des années phares dans les années 2012-2013. On était autour de 46 000 expatriés dans ces entreprises du Syndex. Ensuite, il y a eu le creux, il y a eu quelques crises, quelques crises économiques, la crise du Covid, bien sûr, et on est revenu à des niveaux avant Covid. Donc on est à 35 000 expats reportés par les entreprises du Syndex. Ensuite, si on regarde l'origine de ces expats, est-ce que ce sont, parce que le Syndex, c'est surtout des entreprises françaises, il y a quelques entreprises européennes, françaises internationales, qui ont une caractéristique pour faire partie du Syndex, c'est d'être localisées dans plusieurs pays, plusieurs zones géographiques, et avoir une politique de mobilité internationale. Et le nombre d'expats, alors entre les entreprises du Syndex, ça va de 60 expats à 10 000 expats. Selon la taille selon les entreprises et leur politique de mobilité. Mais l'origine des expats, ce qui était intéressant dans ce graphe, on voit que l'origine des expats, si on reprend 20 ans en arrière, pratiquement, on était plutôt sur des Français ou des contrats français, ce n'est pas forcément les nationalités, qui partaient de France et qui allaient vers l'international. Donc près de 60%. Et aujourd'hui, on a une stabilisation à 30%. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Ça veut dire que les mouvements, ils ne sont pas que de la France vers l'international, mais ils peuvent être de l'Angola vers le Nigeria, de l'Angola vers les États-Unis, de Singapour vers la Chine. Enfin bon, c'est vraiment une planète qui bouge, quoi. Donc ces 35 000, 70% d'entre eux bougent pas que de la France. Ensuite, quand on regarde l'âge des expatriés, j'ai pris que quelques graphes parce qu'il y a la féminisation, il y a est-ce qu'ils partent en famille ou pas, sur les contrats, enfin le départ en famille, on est encore à 60% qui partent. Alors c'est des grosses entreprises, mais après, dans les contrats, vous avez aussi des commuteurs, des rotationnels, ça dépend des industries, mais l'industrie du BTP a beaucoup de rotationnels, les industries de l'énergie, les mines aussi. Mais là, sur les tranches d'âge, on voit qu'il y a un vieillissement. Alors ce graphe ne prend pas en compte les VIE. Vous savez que le système des VIE, c'est un super système français, 11 000 VIE. C'est un succès, mais européen, génial. Génial. Parce que c'est la première forme d'expatriation pour les jeunes. Mais là, on voit que pour les employés plus établis, eh ben, les principaux sont entre 40 et 50 ans. C'est toujours des gens un peu plus matures. Et que les jeunes ont eu tendance à baisser. Alors peut-être un peu au profit des VIE, mais quand même, la tendance est un vieillissement de la population des expatriés. Et ensuite, non, je ne passe pas encore là. Oui. Si ? Non, je continue. Tu peux continuer. Alors, ça, c'était l'enquête annuelle. Ensuite, pour cet événement, on va poser des questions sur c'est quoi la politique RSE en termes d'expatriation. Donc, j'ai posé des questions aux membres du Syndex, début novembre, et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Alors, selon vous, les principaux enjeux RSE. Ça, c'est une remarque intéressante parce qu'en fait, il y a un point sur l'empreinte carbone, ce qu'on a vu depuis ce matin.
Et l'empreinte carbone, pour répondre à une dame qui se posait la question sur est-ce qu'on arrive vraiment à mesurer l'empreinte carbone quand il y a un déménagement, des voyages de reconnaissance, oui, beaucoup d'entreprises le font. Et elles vont poser la question aux déménageurs, elles vont poser la question, elles vont regarder aussi s'il y a eu des voyages de reconnaissance, sachant que c'est une des dimensions sur lesquelles les entreprises travaillent beaucoup, avec plutôt des visites virtuelles d'appartements. Donc là, l'enjeu RSE, il est aussi un enjeu économique dans le bon sens, hein. Les deux vont ensemble. Mais il n'y a pas que ça. Sur les enjeux RSE, on a aussi une éthique des contrats qui est soulevée comme un enjeu RSE fort. L'inclusion et l'impact social dans les pays où les entreprises opèrent, parce que finalement, il y a un impact positif. Et c'était une remarque du responsable mobilité international de Airbus, qui disait c'est le petit pavé en verre. La portée, on la mesure assez mal, mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont sur ce que font nos expatriés quand ils sont localement dans les pays, leur consommation, leur engagement sociétal aussi dans les pays. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui ressort et qui est souvent difficile à mesurer. Et puis aussi le quatrième point qui était soulevé sur les enjeux RSE, c'était les conditions de logement. Donc les conditions de logement, on a posé la question, c'est la slide suivante, mais je vais d'abord focaliser sur les déplacements. Donc les déplacements, il y a les axes des entreprises, c'est aussi de diminuer ces voyages de reconnaissance, hein, complètement, de déménager aussi le moins de choses possible, et puis aussi, donc voilà, il y a les voyages, ah oui, les voyages de retour, un autre point. Beaucoup d'entreprises ont mis en place aussi des propositions de dire tant que vous êtes en Argentine, on vous propose plutôt pour l'été de voyager en Amérique du Sud au lieu de revenir en France. Ce genre de choses, voilà. Après, bien sûr, il y a aussi sur les conditions de retour, est-ce qu'on part en business ou en éco, ça aussi, ça revient. Mais l'impact d'une expatriation, c'est quand même mesuré. Ensuite, il y avait un point sur les modalités de logement. Donc on voit que c'est un des points majeurs sur les typologies de contrats, c'est de prendre du meublé. Au lieu de déménager tous les meubles, il vaut mieux louer un container en France, si on part de France, garder vos meubles dans un container et puis se loger avec des meubles locaux. Alors espérons qu'ils soient vraiment locaux, si ça peut être du Ikea importé au Bangladesh. Mais bien souvent c'est plus local et je voyais même des remarques sur des entreprises qui proposent ensuite de donner les meubles qui ont été loués, par exemple, à des communautés locales. Mais bien souvent, en fait, sur le logement, on a quand même des points, c'est que l'expatrié, c'est quand même un personnel touchy. Donc il faut quand même qu'il soit bien logé. Et c'est pas loger n'importe où, dans n'importe quelle banlieue, essayer d'être près de son travail pour minimiser les transports, parce qu'on voit bien que dans des grandes villes, je sais pas, si on est à Rio ou à Sao Paulo ou à Luanda en Angola, on peut avoir des heures de transport pour aller à son travail. Donc essayer de maximiser de minimiser le temps d'accès à son travail, c'est des considérations aussi qui se font. Voilà, donc je crois que c'est ça pour le panorama. Je me suis dit que c'était un bon moyen de questionner les membres. Bon, après, ils avaient encore une dernière slide, mais ça, vous lirez peut-être après. Quelles sont pour vous les bonnes pratiques mises en œuvre? Vous regarderez, il y a le label RSE, vous le subissez tous. D'être labellisé, ça donne au moins un premier niveau de garantie pour ces donneurs d'ordre. Et puis après, les freins, il y en a un certain nombre, mais ils ne sont pas... je veux dire, c'est quand même des choses qui se discutent en entreprise et je trouve que là, il y a des progrès là-dessus. Voilà, merci pour cet état des lieux, Delphine, qui me permet de rebondir avec
VIE de la table, puisque Albin, tu as été VIE dans ton temps, et j'aimerais que tu nous parles un Ça petit peu. s'appelait déjà VIE? Voilà. Oh non. 3C, ça s'appelait. Oh là là. Donc Albin, FTO. tu veux pas nous parler un petit peu du même sujet, mais entre eux, ton point de vue de prestataire, puisqu'on voit les entreprises commencent à prendre en considération ces éléments, même si on l'a vu aussi dans tes slides, Delphine, voilà, la prise en compte des aspects RSE n'est pas totale du point de vue des entreprises. Je pense qu'il y a une opportunité du point de vue des prestataires. En fait. Oui, alors pour culture personnelle, ça s'appelait de mon temps coopérant au service national d'entreprise. Voilà. Exactement, et c'était pour échapper au service militaire en caserne. C'était 10 mois en caserne contre 16 mois à l'étranger. Voilà. Vite vu. Voilà. Donc oui, la RSE dont on parlait depuis de nombreuses années, nous on s'est tourné, alors c'était pas vraiment la RSE, en tout cas ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, quand on était tourné vers EcoVadis, il y a à peu près 14 ans maintenant, ça avait été une demande, comme Emmanuel l'avait dit, d'un de nos clients qui avait demandé qu'on fasse le scoring EcoVadis pour pouvoir devenir un de leurs prestataires. C'est quelque chose qu'on a continué tout au long des années, depuis 14 ans, et qu'on continue toujours. C'est quelque chose qui, depuis, est vraiment rentré dans les mœurs des sociétés. On s'est rendu compte que petit à petit, dans les appels d'offres, il y avait de plus en plus de critères RSE qui rentraient dans l'évaluation. Au départ, c'était 5%. Maintenant, on arrive dans certains appels d'offres à 10 à 15%. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour les sociétés clientes et pour nous en tant que prestataires, puisqu'on est obligé, bien entendu, de répondre à leurs attentes. Alors, ce qui est intéressant avec EcoVadis, c'est que je considère en tout cas que ce n'est pas simplement de la RSE, c'est un outil de pilotage très intéressant pour votre structure, puisque comme l'a dit Jérémy, il y a à la fois toute la partie environnementale, avec les calculs des scopes 1, 2 et 3, pour répondre à la question aussi. Je crois que Laura est en train de mener un travail pour effectivement vous donner un système d'évaluation en tant que société de relocation de vos scopes 1 et 2, bon ça c'est assez facile, mais surtout le scope 3 qui pourrait être appliqué à toute la profession, pas simplement en France mais également à l'international. Donc je crois que normalement ça devrait être sorti incessamment sous peu. Voilà. Donc ça c'est effectivement une première chose sur la partie environnementale. Après il y a toute la partie sociale et droits de l'homme. Là vous avez un certain nombre de choses, à la fois le dialogue social, mais également tout ce qui concerne la partie, on a parlé diversité, égalité, équité, et inclusion, la partie également bien-être au travail, qui est quelque chose de fondamental au jour d'aujourd'hui, en particulier pour les nouvelles générations, on en parle avec Tracy également. Il y a tout le volet également éthique, puisqu'on est dans un monde globalisé. La notation EcoVadis s'appuie en particulier sur le Global UN Compact, dont Emmanuel a parlé aussi ce matin. Et donc, c'est très difficile de pouvoir, dans un certain nombre de pays, avoir le même système de notation en termes d'éthique, en termes de droits de l'homme, en termes de droits de travail au quotidien. Et le dernier volet, c'est la partie achat responsable. Donc là, vous devez effectivement également éduquer vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires sur cette partie achat responsable. Ce qu'on a noté également, donc ça pour moi c'est très intéressant parce que, en particulier avec une nouvelle génération, les salariés s'impliquent complètement dans cette démarche et vous pouvez en faire un atout non seulement sur la partie recrutement, fidélisation des équipes et également ensuite un outil marketing vis-à-vis de vos clients. Ce que je trouve au jour d'aujourd'hui, alors c'est peut-être plutôt pour les sociétés du CAC 40, c'est que justement on doit leur fournir nos éléments en termes de bilan carbone pour qu'ils puissent eux-mêmes consolider leur bilan carbone, mais ils ont tendance dans leur bilan carbone qu'ils montrent à leurs actionnaires à reporter finalement les plans d'action sur le pourcentage de réduction de leur empreinte carbone vers les fournisseurs.
là, vous avez effectivement des sociétés de colocation qui n'ont pas une empreinte carbone énorme. Globalement, à part éventuellement, si on parle du scope 3, tout ce qui concerne les transports des consultantes localement, des salariés donc pour faire des visites de logement, également pour aller en préfecture, ça ne monte pas à des tonnes énormes, puisqu'on n'inclut pas tout ce qui concerne les billets d'avion, des personnes qui viennent pour visiter le logement, etc. Donc elles ont tendance à reporter ces engagements en termes de pourcentage de réduction de leur empreinte carbone vers nous, sans distinction d'activité, avec, j'ai un grand groupe du CAC 40 qui nous demande carrément de baisser dans les 10 ans à venir 40% de notre empreinte carbone dans le cadre effectivement de ce type d'activité. Donc ça, c'est peut-être des changements qui vont sûrement, parce qu'on essaie d'éduquer aussi les sociétés, qui vont sûrement arriver dans les prochaines années. Merci Albin. Est-ce que je te laisse garder le micro parce que j'ai une question encore pour toi. Est-ce que tu constates, de ton point de vue de fournisseur, des changements dans les utilisations de nos services, des changements dans les ordres de mission, en somme, que tu reçois de tes clients, puisqu'on l'a vu avec les cours de Delphine, on a un changement au final dans les populations d'expatriés, alors tant à l'impatriation qu'à l'expatriation, parce que je sais que tu traites les deux sujets. Est-ce que tu vois des grands changements, des grandes tendances? Alors clairement, les contrats au jour d'aujourd'hui sont beaucoup plus complexes, parce que si on s'appuie sur l'étude que tu as citée de Mercer, dans les années 2000-2005, il y avait 5 types de contrats en termes d'assignment. Il y avait le long term, le short term, il y avait également le local plus, il y avait le temporaire et puis un 5e qui m'a échappé. Maintenant, on a pratiquement 17 ou 18, avec toujours les 5 que je voulais citer, mais ils ont rajouté les commuteurs, les female talent, enfin bon, la liste est longue et variée. Ce qui est très très bien, ce qui aussi répond à des questionnements et des interrogations de la part des salariés, dans le cadre de la RSE, ou dans le cadre aussi des valeurs des nouvelles générations. Mais donc ça, c'est quand même plus complexe à gérer, puisque qui dit contrat différent, dit aussi package différent, avec, en fonction des profils, un type de services qui sont plus complexes à réaliser. On constate aussi une baisse en termes de budget alloué pour ce type de mobilité, avec également, même s'il y a toujours des expatriés qui partent en déplacement avec leur famille, on constate quand même qu'il y a une augmentation de tout ce qui est short term, et tout ce qui est project assignment, donc avec des durées beaucoup plus limitées, ce qui implique bien entendu du coup, plus restreint en termes de budget. Ce qu'on peut noter également, c'est que, contrairement aux années, quelques années en arrière, on a moins de facilité pour anticiper cette mobilité, parce que souvent elle est décidée à la dernière minute, avec effectivement des demandes qui se font dans les 2 à 3 mois qui viennent. C'est peut-être aussi lié au fait qu'on a plus de refus de mobilité. Quand il y a effectivement certaines propositions qui sont faites à certaines générations, eh ben, ça va contre leurs valeurs et finalement ils préfèrent travailler en commuting ou refuser la prestation. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles on doit s'adapter au quotidien, sans compter qu'en fonction du type de profil et de SANI, on peut avoir des salariés qui demandent beaucoup plus d'informations sur le logement, en termes d'empreinte carbone, en termes effectivement, en France, les fameux DPE, carrément des grands groupes qui nous ont interdit de proposer à certains de leurs salariés des logements qui sont en dessous de la catégorie D. Ça, c'est quand même un peu plus complexe à gérer, surtout quand vous êtes sur des marchés tendus comme en région parisienne. Donc c'est ce genre de choses qui rentrent effectivement en considération. Et ça fait plusieurs années qu'on propose un service sur mesure aux différents expatriés, mais là on doit encore plus réfléchir à ce type de service, parce qu'en fonction même des contrats, suivant la génération, il va y avoir des demandes qui vont être différentes et on va devoir passer plus de temps sur certains profils que d'autres. Ce n'est pas automatiquement lié au type de contrat.
Ça, c'est vraiment, je dirais, les tendances de fond qu'on peut voir, avec bien entendu, de la part des sociétés, même si c'est plus complexe, une demande de réduction des coûts de manière importante. C'est pas facile à pouvoir s'organiser comme ça. Donc on essaye de mettre en place un peu de virtuel. C'est vrai que, comme le disait Delphine, c'est la fin de la journée. C'est ça, merci beaucoup. Le poids effectivement, il y a des coupes qui sont faites dans tout ce qui est voyage de reconnaissance. Donc ça, c'est très rare maintenant d'avoir ce type de demande. Souvent, les sociétés essaient de discuter avec nous quand il y a effectivement la mission de charge logement. On rajoute un petit peu d'orientation, 1 heure ou 2 entre 2 visites. Ça, c'est quand même compliqué à réaliser, mais on fait ce que le client nous demande, hein, même si on essaie d'être partenaires et de travailler ensemble pour proposer le meilleur service possible. Et puis, effectivement, il y a toujours une petite dose de virtuel qu'on essaye de mettre en place de plus en plus, parce que souvent, maintenant, il n'y a que monsieur qui vient, madame ou le conjoint ne vient plus, et donc, comme c'est quand même un choix personnel de famille. Donc c'était un raccourci quand même, monsieur et madame. Non, je dis le conjoint, la conjointe. C'était bien rattrapé. Et donc, effectivement, pour que ce choix de famille soit validé par les deux, on essaye de mettre en place cette partie virtuelle. C'est un peu compliqué à mettre en avant avec le décalage parfois des pays de l'État. Donc voilà, on est obligé de se réinventer pratiquement en permanence pour pouvoir faire notre activité et pouvoir satisfaire les clients au mieux possible. Merci à toi. Je clique un point sur ton intervention qui concerne les nouvelles générations qui arrivent dans le marché du travail et donc parmi nos clients, ce qui me permet de me tourner vers toi, Clécie, puisque c'est un sujet qui tient à cœur. Je pense que c'est un sujet qui, la projection du film Inaction ce matin l'a bien montré, est au cœur de la problématique de la RSE, puisqu'on voit bien les nouvelles générations n'ont pas la même attitude que les anciennes sur la RSE. Et donc, voilà, j'ai une question pour toi, c'est est-ce qu'il y a une différence de vision au final pour la RSE selon les générations? Bonne question. En effet, cette nouvelle génération, donc en 2030, sera déjà un tiers de notre population de travail. Donc il faut la considérer, elle est là d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas encore trop sur tout ce qui est génération, donc une génération c'est 15 ans à peu près. Et donc la génération Z, elle a commencé en 97 jusqu'à 15 ans. Voilà. Les petits jeunes, les jeunes Gen Z, ils ont 2008. C'est ça, 2008. Et après, c'est alpha. Oui. On rentre dans les alphas. Oui. On rentre dans les alphas, ils ne sont pas encore dans les mondes du travail, mais ils sont déjà consommateurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin de considérer. Ils sont là, ils ont des exigences différentes de la génération millennial et X, et on est un peu en retard. Notre génération, elle a été très naïve pendant longtemps, et on a du rattrapage à faire. Je dirais, le plus important à savoir, tout ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment ça, mais c'est à prendre au sérieux. C'est une génération qui n'a pas juste une vision. Oli les boomers. C'est une génération X. C'était boomer. Très boomer. Très boomer. Oui. Non, les boomers, ils sont presque plus là. Merci. Bientôt, Alors, en fin de compte, est-ce qu'il y en a des Gen Z dans la salle là? Non. il est là. Merci d'être là. Merci d'être là. Qu'est-ce qui caractérise le rapproche de la RSE à la génération Z? On voit aujourd'hui prendre le pouvoir dans le travail. Alors, ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement d'être parfait, mais c'est une transparence. Ils veulent vraiment qu'on puisse afficher ce qu'on est côté RSE.
ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont à l'hôtel First Name, c'est la première chose que j'ai remarqué dans la chambre, c'est qu'il y avait quelque chose sur les serviettes et ils avaient exactement les litres que c'était pour laver ces serviettes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux Gen Z. C'est pas de nouveau qu'on ait tout parfaitement, mais qu'on essaye de démontrer ce qu'on est en train de faire. Ils veulent une transparence, ils veulent des faits, ils ne font pas confiance du tout. Le greenwashing, pour eux, c'est vraiment le truc qui va nous pénaliser en tant que travail. Et je dirais que les sociétés aujourd'hui qui ne commencent pas, s'ils n'ont pas commencé, mais vraiment à prendre ce thème de la journée au sérieux, dans 10 ans, ils n'existeront pas. C'est parce que pour eux, c'est presque plus important. Même si quelqu'un dans le panel numéro 2, a parlé du fait, Emmanuel aussi t'a parlé du fait qu'aujourd'hui, le coût d'une prestation, c'est quand même encore très important. Et j'en suis la première, il y a 4 gamins. Bon, mais toi, t'es pas RSE. Ah, ouais, moi, je suis... Ça, c'est un autre sujet. Mais pour eux, je dirais dans cette génération qui vient, en 2030, etc., le prix, ils vont considérer justement toutes ces choses. Pas juste le côté transparent, mais aussi le bien-être des employés. Donc ça aussi, Albin a évoqué. Comment on traite les employés ? C'est un sujet qui, aujourd'hui, bien sûr, on est en train de dire oui, on achète des habits qui ne sont pas de la Chine parce que les enfants sont maltraités, etc. Ça va venir en France. Je veux dire, on va aussi considérer justement ce côté bien-être. Et je dirais, on va reprendre ce côté transparence qui est important pour eux. Et je dirais, dans la génération alpha, ça va être encore plus. Si vous avez des enfants, ados, par exemple, vous allez remarquer qu'ils parlent énormément sur leurs émotions. Ça peut être des fois très fatigant d'ailleurs, mais ça c'est aussi un autre sujet. Mais c'est vrai que pour eux, ce qu'ils ressentent est très important. Comment on leur parle, si le travail les soutient émotionnellement dans leur vie personnelle et pas juste privée, ça c'est très très différent des générations d'avant. Et donc tout ça, ils veulent savoir en fait. Donc, ils veulent vraiment tout savoir sur la société. Alors, tu nous parles de sentiments, l'importance des sentiments pour cette génération-là. On parle d'écologie au final depuis le début de la journée. Et forcément, moi, ça me fait penser à un terme, c'est celui d'éco-anxiété, qui est quand même très lié à cette génération-là. Donc j'ai une question qui est un peu pour toi et un peu pour peut-être Delphine. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de cette éco-anxiété, ou plutôt de la réponse que font les employeurs à cette éco-anxiété, non pas quelque chose de négatif, mais plutôt un levier managérial, un levier pour faire une meilleure marque employeur pour ces entreprises? Non, mais effectivement, je pense qu'une entreprise qui veut recruter des jeunes doit faire attention à ça, doit faire attention à l'équilibre vie pro, vie perso, à ce que tu dis sur la transparence, j'adhère complètement. Et je le vois dans les entreprises, de pouvoir dire, vous allez travailler sur un projet qui aura du sens aussi, une recherche de sens. Et là, il y a de quoi faire, quoi. Enfin, et ça fait du bien aux anciennes générations aussi, de dire, mais ils ont peut-être raison, ce que j'ai toujours voulu faire, mais je n'ai jamais osé. Après, ça dépendra aussi de la conjoncture économique. Hein. Je pense que la balance, elle va être aussi à un moment... je pense que nos jeunes, surtout nos jeunes diplômés, c'est ça, on parle des diplômés qui ont quand même le choix jusque-là. Le choix d'entreprise, le choix de secteur. Ça veut dire que en face, pour pouvoir être attractif, il faut avoir les bons leviers. C'est sûr.
Mais je dirais aussi, dans cette génération, c'est pas qu'ils ont pas, ils ont un sens d'aventure, ils ont un sens de temporaire aussi, c'est pas du long terme. Mais dans l'expatriation, si on prend vraiment juste l'expatriation et la courbe qui monte, hein, quand même, elle est à 34%. Peut-être pas les Gen Z, mais les millennials, les jeunes millennials. En fin de compte, ils ont un côté nomade qui sont plus à dire c'est du court terme et je vais revenir et là je vais recréer quelque chose de communautaire et de local et etc. Donc c'est important de prendre ces choses en considération quand on pense à notre travail de demain. Comment est-ce qu'on gère le côté temporaire et pas aussi long terme? Comme tu disais, je crois, le côté les appartements meublés. Mais même aujourd'hui, localement, il y a beaucoup de jeunes et jeunes adultes qui veulent justement ce côté locatif meublé. Ou deuxième, second hand. Mais je rejoins aussi ce que tu dis sur la volonté de s'engager par exemple dans une entreprise, c'est plus dans une volonté de s'engager pour la vie. Là, les jeunes, ils se disent qu'ils vont changer 10 fois d'entreprise et peu importe, il n'y a pas de fidélité. Et ça, c'est bien, il faut que ce soit vraiment pris en compte par les recruteurs. De pouvoir se dire, si ça se trouve, dans 5 ans, il n'est plus là, on aura investi sur cette personne, mais et alors? Oui, c'est comme ça. C'est un grand souci. Moi, je voudrais juste aussi évoquer quelque chose que notre humoriste, il a évoqué en riant, mais j'ai trouvé que c'était un point très très important, c'est sur le côté IA. Il faut savoir que quand on utilise IA, et j'en suis aussi une grande fan, guilty, on utilise énormément d'électricité et beaucoup d'eau. Donc, tout en pensant côté écologique, je pense que c'est important que chaque société se dise si c'est des réponses simples qu'on a besoin, du automatisme, des choses, on n'a pas besoin de IA, il vaut mieux retourner à Google parce que ça coûte moins, côté oxygène, enfin côté électrique, etc. Si on peut le faire en moins de 5 minutes, alors n'utilisez pas IA. Et ça, c'est quelque chose qu'on est quand même très encouragé aujourd'hui d'utiliser AI pour maximiser les coûts, etc. Mais c'est quelque chose que cette génération, ces jeunes générations, ils prennent tout ça en considération aussi. Merci beaucoup. Alors, j'avais quelques questions en plus, mais le temps vient nous manquer, puisque on va faire preuve de transparence. Delphine part en train dans 10 minutes. Donc, je voudrais ouvrir d'abord les questions au public. S'il y a des questions, et en particulier s'il y a des questions à Delphine, je pense qu'il faudrait commencer par là. Si vous avez des questions, je vous remercie de vous lever pour que Emmanuel puisse vous poser le micro. Au premier rang, non. Et si vous n'en avez pas, Il n'y en a pas. Moi, je veux bien intervenir. Ça va. C'est pas une question en fait, c'est pour apporter un complément d'information. Je fais partie d'un club dans le nord de la France qui s'appelle Club Gagnon et qui travaille sur l'attractivité de l'île de Lille. Et moi je fais partie d'une commission qui s'appelle Accueil des cadres. Comment faire pour attirer les cadres ou garder les étudiants qui sont très nombreux à Lille sur l'île. Et donc on a mené 2 enquêtes, 2 ans d'intervalle. Une première enquête auprès des étudiants de la Cato, donc grosse université privée de Lille, pour leur demander ce qu'ils attendaient de leur premier job. Donc tout ce qu'on évoque, flexibilité au travail, la possibilité de choisir son temps de travail, pourquoi ne pas pouvoir partir 6 mois à l'étranger, revenir, l'argent n'était pas forcément la priorité, enfin, très chouette, hein, belle vie, très bien. Vraiment, ils voient et le travail n'était pas le plus important dans leur vie, etc. L'équilibre, vie privée, travail, était très important. Donc, très intéressant, on a présenté ça au DRH des grands groupes lillois, parce que ça peut aussi les aider dans leur façon de recruter et de s'adapter à cette génération. L'année suivante, on a refait la même enquête, mais sur les 25-30 ans, donc déjà en poste. On a reposé les mêmes questions. Et en fait, ça avait beaucoup évolué, parce que la partie financière,
devient une vraie réalité de la vie, qu'on s'installe, on commence à rencontrer un conjoint, on a besoin d'un appart, et en fait, on se rend compte quand même que, alors je ne dis pas que ça devient des boomers du tout dans leur mentalité, mais il y a une véritable évolution à partir du moment où ils doivent s'installer dans la vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, et en particulier pour Delphine? Un peu d'exercice pour les gens. Oui, c'est pour Delphine, donc merci pour les statistiques, c'est hyper intéressant. J'avais une petite question peut-être pour venir nuancer un peu tout ça. Qu'en est-il des recrutements en contrat localement, moi je suis dans le déménagement international, et c'est vrai que j'étais un peu étonnée des chiffres, parce que c'est pas ce qu'on voit en fait, nous sur le terrain. Alors moi j'ai une petite structure par rapport à Albin qui peut peut-être prendre le lead là-dessus. Mais du coup, je me demandais, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes pour des déménagements. Par exemple, on déménage un jeune de 25 ans qui part au Canada, mais en contrat local. Donc je pense qu'il ne rentre pas dans le cadre de l'expatrié. D'accord. Alors en fait, si on le mesure, dans ce qu'on appelle du local plus, le local plus ça inclut beaucoup de choses, mais donc ça fait encore partie des expatriés quand il y a un accompagnement à la localisation dans ces entreprises, en disant on va vous aider à vous localiser. La première année, par exemple, on vous paiera le logement, ou la sécurité sociale, ou la couverture médicale, et puis après, vous vous débrouillerez tout seul. Donc il y a un peu cette aide avec du local plus. Alors, certaines entreprises le pratiquent beaucoup et de plus en plus, surtout sur des destinations attractives. Alors on parle du Canada, mais de Singapour aussi. Genre, vous voulez vraiment aller à Singapour, à un moment, il faudra prendre un contrat local. Et vous n'aurez plus de lien avec votre maison mère. Voilà, alors peut-être que tu veux. Oui, alors j'en parlais avec Emmanuel, je crois, ou je sais pas, tout à l'heure. C'est une génération qui est dans l'instantanéité, qui veut avoir des réponses tout de suite, qui ne fait pas confiance, effectivement, et qui préfère chercher par eux-mêmes les logements en particulier. Et après, venir vous voir en disant, regardez, moi j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais bon, oui, sauf que le logement n'est plus disponible depuis longtemps. Ou alors les photos sont magnifiques, mais c'est pas du tout le vrai logement que vous aurez. Enfin, voilà. Et on se rend compte aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, que certes, ils vont avoir des volumes de déménagement moindres, mais ils vont être moins patients pour accepter, dans ces cas-là, de recevoir leur déménagement en 3 mois, parce qu'il est envoyé en LCL, et ils vont privilégier l'aérien, parce qu'ils ne peuvent pas attendre 3 mois pour recevoir leur affaire. Donc il y a quand même, je trouve, par moment, mais ce n'est que mon avis personnel, un petit paradoxe entre oui, c'est voilà, RSE c'est important, etc. Mais quand ça me concerne moi et que je dois attendre 3 mois parce que mes 3 mètres cubes vont faire le tour de la Terre pour arriver à mon logement, ouais, mais non, mais l'aérien c'est bien quand même. Donc il y a quand même cette petite c'est comme le nuance. vélo et la clim. C'est comme le vélo et la clim. Tu veux prendre le vélo pour aller au boulot, mais par contre tu veux la clim dans ton logement. Exactement. Moi je trouve aussi que c'est important de se souvenir que ce qu'on a vu ce matin, le premier panel, c'était des jeunes de 31 ans, 30 ans, etc. Ce qu'ils attendent de nous aussi, c'est qu'on co-crée avec eux. Ils veulent faire partie des réponses et je pense que c'est important de prendre ça très au sérieux de nouveau parce que c'est les consommateurs de demain. C'est eux qui vont aller aux hôtels, c'est eux qui vont déménager, c'est eux qui vont nous payer quelque part. Donc, on espère en tout cas. Mais c'est pas qu'ils veulent qu'on trouve les réponses sans eux non plus. Ils veulent vraiment faire partie et je pense que c'est vraiment important de créer dans vos petites structures ou grandes structures des groupes ou des brainstorming ou je sais trop quoi pour être sûr que votre service de demain fait partie de ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas tant une question, c'est
d'apporter en fait un complément, parce qu'on en a discuté un petit peu, parce que je suis en train de préparer aussi, je fais les bar mitzvahs aussi, hein, pour la Gen Z. Et en fait, ce qu'on observe quand même aussi, c'est qu'il n'y a pas tout à jeter. Enfin, en tout cas, ça nous interdit, ça nous laisse un peu perplexes par moments. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ça infuse dans les autres générations et que du coup, on a des attitudes de la part de Quinca, de Quadra, qui sont nouvelles et qui sont inspirées de la Gen Z. On parlait du droit à la déconnexion, de nous ghoster parce qu'ils sont partis en vacances, donc ils ne nous répondent plus. Et c'est vrai que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas au contraire. Donc c'est la co-construction, c'est exactement ça, c'est ensemble. On peut leur insuffler effectivement quand même 2-3 conseils, mais s'inspirer aussi des leurs. Merci Sophie. On a une question ici, mais on va remercier Delphine de nous avoir. Merci Manuel. En fait, ma question était aussi pour Delphine, mais peut-être qu'elle me répondra. Après ou par message, je me posais la question si Syndex étudiait aussi le recours aux employeurs off record comme statistique, puisque c'est quelque chose qui se développe non, mais de on plus a en une plus. présentation là bientôt. Ah bah très bien. On a bientôt une présentation dans une commission RH la semaine prochaine. J'aimerais bien suivre. Ah bah, justement en termes de RSE et RSE en IOA. contact avec elle. Elle va louper son train. Oui, foncez. Merci. Jusqu'à la dernière Donc les IOR, pour ceux qui ne sont pas familiers, employeurs off record, comme Deal, Remote, etc., qui sont des employeurs administratifs un peu de façade, qui permettent de faciliter la mobilité internationale dans des pays où le corpus juridique, droit du travail, sécurité sociale n'est pas assez souple pour le permettre. Souvent, quand même, on n'a pas à cœur, ce que je vois, de respecter des grands principes RSE. Les call centers au Bangladesh, l'usage effréné des allers-retours en avion, on s'en fiche un petit peu de où sont logés les collaborateurs, dans quelles conditions. Donc, je trouve que c'est une évolution du marché de la mobilité internationale pour lequel la France n'a pas encore légiféré ni pris vraiment position et qui me semble important de surveiller pour l'avenir. Très bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue ? C'est qu'on était extrêmement clair, donc juste en conclusion, Sophie, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que c'est vraiment, on sent que c'est ici que tu te plais, parce que tu as résumé avec les conclusions que j'avais prévues, pour dire que je regrette cette table ronde qui avait des changements brutaux qui affectaient la mobilité internationale et donc la mobilité de manière générale, parce qu'au final, ce qui se passe à l'international va se passer demain en France. Des impacts qui sont forts et qui viennent de changements sociétaux générationnels importants. Et ce que je retiens en deuxième partie, je pense que c'est le plus important pour nous, prestataires, c'est qu'on peut être acteur, parfois même acteur clé de ces changements-là. Donc je veux remercier la FNPR de nous permettre de nous poser une journée entière là-dessus. C'est vrai que c'est aussi avec ces moments de réflexion un petit peu hors du temps qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir. Et donc je vous remercie tous et spécialement les panélistes. Bravo.